Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 48. À Toulouse, Tirelire, une institution du livre jeunesse, disparaît après 48 ans d'existence. Une librairie qui ferme, une page qui se tourne. Lisez des livres, c'est important. Au sommaire de l'émission ce soir, le Hamas, bientôt considéré comme un mouvement politique, comme un autre. Est-ce la plus grande défaite de l'histoire de l'État d'Israël? Débat dans quelques minutes. Le seul et unique André Berkoff décryptera le show de Donald Trump à Davos dans notre interview du tac au tac. Rendez-vous à 21h30 pour un tour de l'info éclectique comme un sketch des inconnus. Comme une odeur d'élection législative en Israël, le député arabe israélien Ayman Odeh compare Donald Trump à Hitler et qualifie Benjamin Netanyahou de lèche-bot. Ces attaques vont-elles lui ouvrir grand les portes d'une future coalition tout sauf Bibi? Débat en fin d'émission. Julien Assal est passé à la trappe hier, mais il est de retour aujourd'hui pour vous jouer un mauvais tour comme la Team Rocket. Allez, je vous présente le casting du soir. Ça se débat, saison 1, épisode 48, en compagnie de monsieur Stéphane Blajman. Bonsoir Stéphane, comment allez-vous? Très bien Raphaël, et vous? Ça va très très bien. Une petite information, comme d'habitude en début d'émission, peut-être que vous n'avez pas fait attention à cette information-là, mais je vais vous faire réagir dessus. La Knesset a approuvé hier un projet de loi stipulant que les titulaires de diplômes universitaires délivrés par des établissements d'enseignement supérieur de l'autorité palestinienne ne pourront pas être employés comme enseignants ou directeurs d'école en Israël. Ça a été voté en deuxième et en troisième lecture, donc c'est adopté. Est-ce une bonne loi? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne loi. Je pense qu'il faut vérifier un petit peu la façon dont ils enseignent et ce qu'ils enseignent. Mais a priori, de refuser automatiquement de reconnaître ces diplômes et de permettre à ces centres d'enseigner, c'est une généralisation qui n'est jamais bonne à faire. En face de vous, Laurent Ayache. Comment allez-vous, Laurent? Bonsoir. Une semaine incroyable pour la francophonie en Israël. On a eu deux très bonnes nouvelles. D'abord, à Ra'anana, Noam Betan, qui a été sélectionné pour représenter l'État d'Israël. Et on est très fiers, toute la communauté francophone et la ville de Ra'anana en particulier. Et notre ami Avi Islama, qui a été élu maire de la ville de Netanya. Donc, deux bonnes nouvelles, une très bonne semaine pour les franco-israéliens. Pour les franco-israéliens, tout à fait. Vous avez peut-être une autre bonne nouvelle à nous annoncer? Quelque chose de sympathique pour les franco-israéliens? Des bonnes nouvelles, il y en a bien sûr de tous les jours, mais là, comme ça qui me vient à l'idée, pas tout de suite. Vous continuez à soutenir les soldats? Ça, on ne s'arrête pas de toute façon. On est là jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Les Melouim sont au front depuis le 7 octobre. Certaines personnes, plus de 500 jours, ont été appelées, ont laissé la famille, le travail, les enfants. C'est pas facile, donc on les soutient. On pense encore qu'il nous reste toujours un otage. On n'a toujours pas récupéré et on n'en parle plus assez. Le corps de Ran Gvili. Voilà, le corps de Ran. Mais moi, je ne dis pas le corps, je parle d'un otage, plutôt que de dire le corps, parce que c'est trop difficile à dire. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier et continuer à penser à lui et tout faire pour le ramener. Merci, messieurs. Et puis, avec nous, depuis nos studios parisiens, Merav Grieger, tous deux violets vêtus. Comment allez-vous, Merav? Bonsoir Raphaël, ravi que vous appréciez les couleurs de Ivan Kat. Exactement, les couleurs de cette émission. Merav, une question sur une loi qui n'est pas la même loi que celle suggérée à notre ami Stéphane Blajman, mais la commission des lois a adopté une version amendée de la proposition de loi redéfinissant l'antisémitisme présentée par la députée Caroline Yadan. Même question qu'à Stéphane Blajman, et là je parle à la juriste, est-ce une bonne loi? Alors, déjà, la loi n'est pas votée. On est dans le cadre d'une proposition de loi qui va suivre un processus législatif. Donc, le chemin est encore long. Est-ce que c'est une bonne loi? Je l'ai regardée. C'est une loi qui tient la route, qui cherche à codifier, en définitive, la jurisprudence désormais en vigueur en France, celle de la plus haute cour, de la Cour de cassation. Donc, ce n'est jamais que codifier un droit qui existe. Et quelques nouveautés. Est-ce que c'est une bonne loi? Je dirais que c'est surtout une loi nécessaire, plus que jamais, aujourd'hui et malheureusement. Merci beaucoup, Merav. Et à vos côtés, j'ai le plaisir de saluer Claudie Siard. Bonsoir, Claudie. Comment allez-vous? Bonsoir. Hello, Raphaël. Moi, je vais mal.
Allez-y. Je vais mal, le monde va mal, donc on va mal. Mais comme disait Jacques Prévert, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Claudie. Non mais attendez, Claudie, vous êtes à côté de moi. Comment vous pouvez aller mal? Non, mais alors, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, si on vous racontait tout, parce que Merav, moi j'aime Merav, enfin voilà, mais si on vous racontait tout ce qui se passe dans ce bâtiment ici à Paris, vous seriez très étonné. On vous racontera tout, mais hors antenne. Ok, Non, quand même, on peut dire que j'ai été annoncée par l'accueil. Alors, moi je voulais pas le dire. Disons-le, on a une annonce Merav. à faire. J'ai été annoncée par l'accueil comme Madame Claudie Siard est arrivée. Voilà. Donc moi-même, je ne le savais pas. C'était un scoop. Et je voulais l'annoncer à I24. Félicitations. Et à Félicitations. mes parents, Exactement. maman, papa. Moi je suis très heureux. Moi je suis d'accord. Les enfants, voici papa. Enfin, beau papa. Claudie, un petit mot, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous avoir en plateau depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les événements qu'il y a eu en fin de match, ont plus servi, j'ai l'impression, à diviser le continent africain qu'à le réunir, alors que le sport est censé être unificateur. Ce n'est que du foot. J'ai déjà envie de commencer par vous dire ça. Bien sûr. Et à côté de cela, c'est vrai que ça a été révélateur de beaucoup de choses. Le roi du Maroc, les autorités marocaines ont tout fait justement pour qu'il n'y ait pas de racisme envers les Africains d'Afrique subsaharienne. Et tout s'est bien passé. Moi, j'avais mon gendre qui était là-bas, qui a travaillé sur la CAN, et tout s'est bien passé. C'était génial. Et il a fallu cette finale, chasser le naturel, et il revient au galop, pour que les propos les plus racistes se fassent entendre, pour que Alors, tant qu'on est sur le terrain et qu'il y a des gestes racistes et qu'il y a quelques mots qui sortent ici et là, on le voit partout en Europe, mais on sait très bien sur nos stades, on est à Paris, on sait très bien qu'au PSG, il y a des supporters qui se permettent d'avoir des propos racistes. C'est pas ça, c'est que le pire, le fait que le Maroc ait perdu, eh bien, il y a eu des morts. 2 personnes ont été tuées au Maroc. Une jeune femme est entre la vie et la mort en France. Des personnes, alors sur les réseaux sociaux, vous avez toutes sortes de vidéos, vous avez des femmes et des hommes, des Sénégalais, qui ont perdu leur travail parce que l'équipe du Sénégal a battu celle du Maroc. Ce n'est que du foot, mais c'est la folie du foot, les hooligans. Alors, évidemment, on marche sur la tête, vraiment. C'est terrible. C'est pas une bonne image, mais le foot ne donne pas toujours une bonne image. C'est vrai, malheureusement. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Kurde en Syrie, Donald Trump est-il un lâche ?» Vous êtes d'accord à 60% avec l'ami Gérard Mordilla. Et à la question Yair Lapid, Naftali Bennett et Gadi Eisenkot doivent-ils s'unir dans une liste commune pour faire tomber Benyamin Netanyahou? Vous êtes d'accord à 84% avec Rachel Bourlier. Place à présent au premier débat de cette émission. Un accord a été conclu entre le Hamas et l'administration américaine en vertu duquel le groupe terroriste remettrait ses armes et fournirait des cartes du réseau de tunnels de Gaza en échange de la reconnaissance internationale du Hamas comme parti politique, a déclaré une source palestinienne à Sky News arabique, souvent très bien informée. Ces révélations ont inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs. Le Hamas peut-il abandonner le terrorisme? Claudie Siard a répondu oui et Merav Grieger a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 48, face à face, numéro 1. Allez, c'est parti. Claudie, honneur à vous. Vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Merav, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Claudie, c'est à vous. Oui. Le monde est partagé en 2 catégories. Ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent. Vous connaissez tous cette réplique d'un film de Sergio Leone, qui traduit bien finalement le monde dans lequel nous sommes. Il y a ceux qui ont un revolver, les puissants, et les autres, les opprimés, les dominés, et dont les puissants estiment qu'ils doivent dire qui ils sont. C'est-à-dire dire ce qu'ils incarnent, ce qu'ils représentent. Parce que lorsque vous êtes puissant, c'est vous qui décidez, qui donnez, avec la vassalisation également de quelques États qui suivent les puissants, c'est vous qui dites qui sont les uns et les autres. Je vais vous donner un exemple très clair. L'ANC de Mandela, le FLN algérien, le Parti communiste de Ho Chi Minh et bien d'autres mouvements ont été qualifiés de mouvements terroristes avant de gouverner leur pays. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Le Hamas peut devenir effectivement Merci, Claudie. un mouvement
qui va devenir donc Merci. un parti politique, j'en suis persuadé. Merav, vous avez 70 secondes pour égaliser avec le temps de parole de notre ami Claudie. C'est à vous. Le Hamas peut-il abandonner le terrorisme? Ce serait presque un sujet de philo, parce que effectivement, c'est une question existentielle. Le Hamas est par essence une organisation qui se sert du terrorisme. Son cœur, son objet, c'est la violence, c'est le terrorisme, c'est semer la terreur. Privons-leur de leur essence, de leur ADN, et ce n'est plus le Hamas. En droit, on appelle ça privé d'objet, et donc on dissout et on annule une telle organisation. Un sujet de philo, 2 heures? Non. La réponse est évidente. Le Hamas ne peut pas abandonner son ADN, et son ADN de terroriste, de semer la terreur, alors qu'on ne compare pas ça à Mandela. On est sur des objectifs qui sont clairement différents et divergents. On est davantage sur une organisation de meurtriers, de barbares et d'assassins, de violeurs, à commencer par leur propre population. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Israël Merci. et de leur volonté de détruire, mais ils démarrent avec leur population aussi. Merci beaucoup. Laurent Ayache, d'accord avec Claudie ou avec Merav? Non, avec Merav, non, le Hamas ne peut pas devenir une organisation politique. C'est son ADN de terroriser, de prendre des gens en otage, de tuer son propre peuple, de prendre ses civils comme otages. Et donc, tout simplement, déposer les armes, c'est la disparition du Hamas. Donc, en fait, ce n'est qu'une opération de communication. C'est pour gagner du temps, c'est pour pouvoir se réarmer, c'est pour pouvoir ramasser de l'argent. Mais c'est uniquement passager. Et dès qu'on aura le dos tourné, ils reprendront les armes et continueront à faire ce qu'ils ont fait depuis le début de la création. Stéphane Blajman, quelle différence entre les chefs du Hamas d'aujourd'hui et Yasser Arafat avant les accords d'Oslo? Il y a une grosse différence, mais je voulais juste... Yasser Arafat faisait péter des bus à Tel Aviv. Oui, mais il y a une grosse différence, c'est l'idéologie. Alors, je voulais dire à Claudie que comparaison n'est pas raison. Le Hamas ne cherche pas à libérer son peuple, Quoique. ne cherche pas à donner des libertés et de permettre à ce qu'il y ait 2 États qui puissent vivre l'un à côté de l'autre. Le Hamas est une organisation islamiste terroriste qui cherche simplement à se débarrasser et à tuer tous les Juifs qui vivent sur la terre d'Israël. C'était pas l'objectif de l'OLP à l'époque? Alors, c'était pas tout à fait pareil. D'abord, l'OLP n'était pas islamiste du tout. Et donc, quand vous... C'était terroriste. Oui, c'était des terroristes. Mais terroristes, effectivement, on peut passer de terroristes à une organisation politique. C'est des choses qui se sont faites longtemps. Mais quand vous avez dans le cœur, dans l'ADN, l'islamisme et l'antisémitisme et la haine, c'est totalement différent. C'est-à-dire que l'OLP, au départ, c'était vraiment une organisation qui voulait libérer avec du terrorisme, en tuant des civils, en tuant des enfants, etc. Mais il y avait des possibilités de parler. Il y avait un pragmatisme qui n'existe pas chez le Hamas. Le Hamas est une organisation Mais qui ne aujourd'hui, cherche... les Américains discutent avec le Hamas. Steve Witkoff discute avec le Hamas. Mais les Américains, écoutez, les Américains discutent avec tout le monde. Les Américains ont des intérêts propres qui ne sont pas les intérêts d'Israël. Il ne faut pas se tromper. Merav Rigueur, accepter que le Hamas... Oui, Raphaël, Allez-y, après Merav. D'abord, allez-y, Claudie. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps, mais c'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Dire quand même, et ça, il faut l'entendre, il faut l'accepter. On peut pas toujours se dire que c'est l'Occident qui dit qui est qui. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, palestiniens ou pas d'ailleurs, le Hamas est un mouvement de résistance. Ce que dit Stéphane est très juste. Il dit il y a en plus une idéologie... non, mais alors je vais juste corriger parce que vous connaissez très mal les Palestiniens et les Arabes israéliens. Non, mais Raph, je termine. Ils veulent se débarrasser du Hamas. Vous connaissez les Palestiniens de Ramallah? Non, mais il faut juste que je termine. Non, mais Raph, laissez-moi juste... Je vous aime tellement, Claudie, que vous laissez dire des bêtises. Je ne peux pas. C'est pas une bêtise. On s'entend plus. Il faut vraiment que vous entendiez. On s'entend plus. Non, voilà, faut vraiment que vous entendiez. Donc, pour certains, c'est un mouvement de résistance, pour d'autres, un mouvement terroriste, qu'importe. Vous savez, le fait qu'il y ait des discussions aujourd'hui, le fait que, quand j'ai rappelé ces temps historiques, ces 3 mouvements, FLN, ANC et le Parti communiste de Ho Chi Minh, c'est très important parce que c'est factuel. Aujourd'hui, ce sont des mouvements qui sont devenus des mouvements politiques et qui ont été qualifiés de terroristes contre qui il y a eu des guerres terribles, des guerres injustes et des crimes contre l'humanité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une nouvelle génération de femmes et d'hommes, de jeunes Palestiniens, qui aujourd'hui, qu'ils fassent partie du Hamas ou pas,
Moi, je pense que le Hamas disparaîtra dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Et peut-être qu'il prendra un autre nom demain. Faut pas insulter l'avenir. C'est ce que je voulais vous dire. Je veux la parole. Mirav. Faut pas insulter l'avenir. Les êtres humains sont capables de changer, sont capables d'évoluer, et il ne faut pas estimer que ces gens-là, ils ne changeront jamais, c'est dans leur ADN. Ça veut rien dire dans l'ADN d'un être humain. Merci Mirav. Merci Claudie. Allez-y, bien sûr, Mirav. Allez-y. Merci. Je ne laisserai jamais, et on s'est dit de très beaux mots d'amour tout à l'heure avec Claudie, jamais je ne vous laisserai dire, chère Claudie, que ces terroristes-là, que le Hamas, ces gens-là, relèvent d'une certaine résistance. Des personnes, pardonnez-moi et je vais essayer de me contenir, qui le 7 octobre viennent tuer de sang-froid, retirer à des enfants leurs parents, effrayer ces gosses. Laissez-moi finir. Ah oui, je dis rien. Non, mais jusqu'au bout. Les assassinés qui viennent violer nos enfants et nos femmes, et en disant, et en appelant en direct, ils se sont filmés, ils en étaient heureux. C'est ça de l'activisme? C'est ça de la... Non, mais ce mot résistance, je vais le dire, c'est l'avenir de personne à part de la barbarie et des monstres. Donc le Hamas, avec ce qu'ils ont fait, c'est punissable, c'est condamnable, et ce n'est pas une question d'avenir et d'acceptation, c'est une question de droit universel. Les mecs, excusez-moi de parler comme ça, ils appelaient leur père et ils n'ont pas dit on a tué des Israéliens, ils ont dit des Juifs, papa, j'ai encore tué un Juif, moi j'en ai tué 10. Ils se sont crus sur quel jeu vidéo? C'est inacceptable. Mais le mot, ceux qui ont qualifié ces personnes-là d'activisme, de résistance, on sait très bien quel est leur camp. Mais attendez, on revient à Tel Aviv. Claudie, on revient. On revient à Tel Aviv. Alors, je vais vous dire, la seule comparaison que vous pouvez faire avec le Hamas... Attendez, Claudie, la comparaison que vous pouvez faire avec le Hamas, c'est le nazisme. Vous imaginez le nazisme demain devenir un parti politique normal? Non, le Hamas, c'est le nazisme. Je suis désolé, Claudie. Je ne parle pas des Palestiniens. Je ne parle pas d'autres choses. Le Hamas, vous devez vérifier. Le Hamas, c'est le nazisme. Il n'y a aucune différence. C'est pas ça le nazisme. Laurent Ayache, on va équilibrer le temps de parole. Laurent Ayache a moins parlé que vous autres, tous les trois. C'était une question qui était destinée à Mirav, mais elle a parlé sans que je lui pose la question et elle a très bien parlé, donc on ne va rien dire. Mirav, c'était sa question. Je vous la pose à vous. Accepter que le Hamas devienne un interlocuteur respecté par la communauté internationale, c'est une insulte pour les morts du 7 octobre, pour les morts de la guerre. Mais encore une fois, quelle différence avec Yasser Arafat qui reçoit un prix Nobel de la paix? Quelle différence si demain, il y a un responsable du Hamas qui met un costume, qui rase un peu la barbe et qui va serrer des mains dans toutes les chancelleries européennes et qui dit voilà, on a abandonné le terrorisme, c'est bon, on veut faire la paix avec Israël. Eh bien quoi, on va oublier ce qui s'est passé le 7 octobre comme on a oublié les morts de l'intifada? On a beau mettre en costume, on le voit avec la Syrie, on a beau mettre en costume, on voit ce qui se passe en Syrie, on a quand même beaucoup d'espoir d'une paix qui s'éloigne de jour en jour. Mais on voit ce qui se passe en Syrie avec les Kurdes, avec toutes les minorités. Et on voit qu'un terroriste, c'est dans sa nature. Et aujourd'hui, le Hamas, c'est clair que le Hamas doit disparaître. On a essayé pendant ces 2 années de guerre, malheureusement, on n'a pas réussi à aller jusqu'à la fin, mais on a essayé de le faire disparaître physiquement. Ce n'a pas été une réussite complète, malgré la bravoure de nos soldats et malgré les combats. On va aller un peu plus loin. Il faut mais les Palestiniens sont rien pour vous. On va avancer. Attendez, les civils palestiniens, une chose. Les 100 000 morts ne sont rien. Une seconde. Les morts depuis 48 ne sont rien pour vous. Attendez à tous. Non, mais les Palestiniens ne sont rien pour vous. Mais bien sûr que oui. Depuis 48, on est leur meilleur ami. S'il vous plaît. Depuis 48, les massacres de femmes, d'hommes et d'enfants, c'est rien pour vous. Mirav, Claudie, s'il vous plaît, j'ai une annonce pour les téléspectateurs. J'ai une annonce pour les téléspectateurs. On vous entend pas. On vous entend plus. Ce qui a été commis le 7 octobre. Claudie, on vous entend plus. Non mais une moi seconde. je suis d'accord avec ça. On peut pas oublier les autres morts. Bien sûr, Claudie. Tous les morts. Je récupère la parole. Nous devions avoir André Berkoff pour notre interview du tac au tac sur Donald Trump. Finalement, André Berkoff n'est pas disponible. C'est pas grave, on aura une prochaine fois. Et en plus, ce débat est absolument passionnant, donc on peut largement le poursuivre jusqu'à 26. Donc, vous aurez chacun plus de temps de parole que ce que vous en avez d'habitude dans cette émission. Il faut qu'on avance juste sur ce dossier, mais on va avec une autre ouverture. Selon Sky News, donc la source, le média qui a cité cette source palestinienne, cet accord permettrait également aux membres de la direction politique et militaire du Hamas qui le souhaitent de quitter Gaza, avec l'engagement des États-Unis qu'Israël ne les ciblerait pas à l'avenir.
on en parlait depuis longtemps de ça. L'expulsion des dirigeants du Hamas de la bande de Gaza, est-ce que c'est un bon deal ? Non, mais écoutez, c'est pas une question de deal, de bon deal. Mais c'est comme ça que fonctionne Trump. Oui, mais Trump, vous savez, moi, Trump, tout le monde dit c'est le grand ami d'Israël. Je pense que Trump, il a qu'un ami, c'est lui-même. Et il faut comprendre que moi, j'aimerais bien avoir l'optimisme de Claudie et penser que le Hamas peut changer. J'aurais bien voulu. Malheureusement, le Hamas n'est pas un mouvement, est un mouvement terroriste, mais pas un mouvement de libération de peuple. C'est ça la grosse différence, Claudie. Je me fais l'avocat du diable. Un gouvernement comme celui, par exemple, de Mohamed Morsi en Égypte, qui était un gouvernement islamiste, avec, dans son essence, les frères musulmans, un gouvernement similaire avec quelqu'un du Hamas qui est l'équivalent de Mohamed Morsi dans la bande de Gaza. Mais moi je ne vais pas décider, le jour où il y aura un État palestinien, parce que personnellement, je souhaite décider qui sera au gouvernement. Ce n'est pas mon rôle de décider qui va gouverner les Palestiniens. Par contre, mon rôle, c'est d'assurer la sécurité d'Israël. Et la sécurité d'Israël passe par le fait d'avoir en face de moi des gens qui acceptent Israël et un peuple juif sur sa terre. Malheureusement, les gens qui viennent du Hamas et de cette idéologie ne l'acceptent pas et ne l'accepteront jamais pour des raisons totalement différentes de tout ce qu'on a pu avoir dans des mouvements de libération dont Claudie parlait. Ce n'est pas du tout la même chose et je pense qu'il est important que les gens comprennent que le Hamas est le pire ennemi, je dis bien le pire ennemi des Palestiniens. D'abord, quand on regarde le nombre de Palestiniens tués par le Hamas, quand ils ont pris le pouvoir à Gaza, 2007. Ce qu'ils font aux homosexuels, ce qu'ils font à tous leurs opposants, il faut bien comprendre que le Hamas ne ressemble en rien à tout ce que vous avez pu dire sur l'ANC et ces mouvements-là. Le Hamas est l'ennemi des Palestiniens numéro un. C'est lui qui empêche d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé à l'époque des accords d'Oslo, qui est venu faire des attentats en Israël, qui a organisé tout ça, ce sont ces mouvements extrémistes qui refusent, dans leur essence, ils refusent le juif sur sa terre. Il faut le comprendre. Juste pour préciser, quand tu... Non, attendez. Juste pour préciser, quand vous avez parlé de Sky News, il faut bien préciser que c'est Sky News arabe. Bien sûr, je l'ai dit. J'ai pas entendu Sky News arabe. Si, je l'ai dit, et donc moi, je me méfie énormément de ces ballons d'essai, et de ces phrases qui sont comme ça publiées, parce que ça ne reflète en rien la politique des gouvernants. Et je pense qu'aujourd'hui, aussi bien les États-Unis que le gouvernement d'Israël, etc., sont complètement à l'opposé de ce genre de... Mais Rav, honnêtement, là pour le coup, ce que vous dites, Laurent, c'est que le gouvernement américain exclurait une telle possibilité. Avec le comportement récent du gouvernement américain, on n'est plus à l'abri de la signature d'un accord comme celui-là, Merav. On n'est plus à l'abri de la signature. Bon, déjà, on aimerait bien le voir, cet accord. Mais effectivement, il est de la responsabilité. On n'est pas à l'abri de ça. Ce serait une catastrophe. Et pas une catastrophe, je ne pense pas forcément pour Israël, parce qu'on s'y attend. C'est une catastrophe pour le monde. Quel échec pour l'humanité que d'en arriver à accepter qu'une organisation barbare, meurtrière, d'abord pour sa population, et on ne va pas... assimiler le Hamas à tous les Palestiniens. Les Palestiniens veulent se débarrasser du Hamas, de la même façon que les Iraniens veulent se débarrasser des mollahs. Et le monde, la société internationale est encore lâche, ne prend pas ses responsabilités et l'humanité perd du terrain. Claudie, je peux juste ajouter quelque chose à ce que vient de dire Merav. Je vais vous lancer non, mais juste dire que la société ou la communauté internationale n'existe pas. Faut qu'on arrête avec c'est du cinéma. Claudie, c'est la communauté occidentale. La communauté internationale n'existe pas. Claudie, vous m'entendez ? Mais non, elle n'existe pas. Je vais vous donner l'endroit où il y a le moins de démocratie, Claudie, vous m'entendez ? C'est le Conseil de sécurité, c'est l'antre de l'ONU. Claudie, moi je parle je parle de la société internationale représentée par leurs organisations. Claudie Siard, il y a quelque chose d'intéressant qui est dit en plateau par Stéphane, par Merav, par Laurent. Ils disent: la population palestinienne veut se débarrasser du Hamas. Sauf que lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion, que ce soit dans les territoires de Judée-Samarie, Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, tout de même, on voit un soutien de la population palestinienne au Hamas. Aujourd'hui, si on dit que les peuples peuvent s'autodéterminer et que demain, il y a des élections et que c'est un gouvernement technocratique avec des éléments
du Hamas qui sortent de ça, qu'est-ce qu'Israël pourra dire, Claudie ? Vous voyez, c'est ça le problème désolé, mais écoutez-moi, d'une pensée occidentale. Personne ne va décider pour les Israéliens qui sera à la tête d'Israël. Personne ne doit décider pour un autre pays comme Trump veut le faire avec le Venezuela ou avec d'autres pays d'ailleurs du monde qui sera reste 30 à la tête secondes. des Alors, pays. Claudie, non, je vais t'interviewer. Non, mais Il reste permettez-moi, 30 secondes. Claudie, Mais Raph, vous j'ai dites quoi écouté. à l'Iran? Non, Mais vous dites quoi à l'Iran? On Mais fait Raph, quoi? mais On non, les on va laisse? pas dire, je Mais réponds à Raphaël. si, c'est la même chose. non. Ah non, vous me Non, mais parlez Raph, aussi, il faut qu'on vous n'allez avance. pas Non, mais bouder. il faut- non, mais non. Claudie. Allez, Moi, j'ai Claudie, il faut qu'on Raphaël, avance, c'est la publicité. est une On coupe les micros. question. Ainsi s'achève ce premier débat consacré au Hamas. Merci à tous les quatre pour vos arguments. Restez avec nous sur iTunes News, une petite page de pub et on se retrouve pour le tour de l'info. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. C'est le moment de vous faire plaisir pendant les soldes chez Optical Center. Bénéficiez de prix exceptionnels jusqu'à moins 50% sur vos lunettes, vos verres et appareils auditifs jusqu'au 3 février. Jusqu'à moins 50% sur tout le magasin et pour toute la famille pendant les soldes. N'attendez plus. Dispositif médical. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Claude Issiard et Merav Grieger qui ont débattu pendant 4 minutes de la situation en Afrique du Sud et la comparaison avec l'ANC et le Hamas. C'est terminé, Raphaël. Et avec... pas de c'est terminé tout à l'heure. Oui, parce que c'était la publicité. On a des obligations quand c'est 26. Je suis désolé. Mais oui. Vraiment, je suis désolé. Moi, je déteste couper la parole, en plus, vous le savez, mais 26, c'est la pub. Je peux faire une petite déclaration, Raphaël, vraiment en 30 secondes, une petite déclaration. Je voudrais juste dire qu'avec Claude Issiard, on n'est jamais d'accord. C'est scène de ménage sur le plateau d'i24 et que c'est le meilleur contradicteur que je n'ai jamais eu et qu'il a la noblesse des avocats dans le principe du contradictoire. Il n'est jamais fâché et à chaque pause, on s'échange des mots particulièrement plus que cordiaux, très humains et très respectueux. Et je voudrais le remercier. Et je ne serais toujours pas d'accord avec toi, Claudie, mais on continue. Mais comme c'est le slogan de cette émission, si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Et je suis très content d'avoir pu trouver une alchimie, comme l'alchimie que j'ai en plateau, entre Stéphane Blajman et Laurent Ayache, qui sont amis dans la vie, mais opposés sur le plateau de Ça se débat. Un détour maintenant par le tour de l'info. Merav Grieger, je commence par votre information, honneur aux dames. Un article de nos confrères du journal du dimanche. Pas d'union de gauche en perspective à Strasbourg. Lors du lancement de la campagne municipale de la France Insoumise, Halima Menzner, binôme de la tête de liste Florent Kobrine, a tenu un discours offensif contre le Parti socialiste. Regardez donc, nous, personnes racisées, il faudrait qu'on prenne notre émancipation de cette gauche, celle qui nous met sous tutelle, la gauche moralisatrice du racisme qui ne voit pas qu'elle est raciste. Je nomme le PS. Merav, bientôt un schisme entre la gauche des racisés et la gauche des blancs ? Moi, j'appellerais ça la gauche qui fédère et la gauche qui cherche à cliver. On voit malheureusement cette gauche-là polluer l'esprit, les valeurs de la gauche, de ce qu'on appelle le vivre ensemble, le respect des uns et des autres. Ça peut se faire dans une bonne entente et dans des valeurs belles qu'on doit défendre aujourd'hui. Comme je le dis depuis plusieurs années, la gauche n'est plus la gauche. Comme me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, on ne peut plus s'offrir le luxe d'être de gauche aujourd'hui à cause de ces personnes qui cherchent à nous diviser, à cliver et à empêcher la France entière de vivre ensemble. Claude Issiard, une réaction ? Oui, une réaction. Que dire alors de la droite française, qu'elle soit conservatrice ou d'extrême droite, dont les politiques ne sont basées que sur le rejet de l'autre. Avant, moi, j'ai connu ce temps où la politique française, c'était des projets confrontés à d'autres projets, et chacun allait sur son projet politique, et il n'y avait pas de projet dont le cœur était le rejet d'une frange de la population française. Avec la droite et l'extrême droite, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et je me demande si jamais une femme ou un homme issu de ces partis-là arrivait à l'Élysée, quand on dit que quand on devient président ou présidente, on est le président de tous les Français. Quand vous avez basé votre politique sur le rejet de l'autre, comment faites-vous pour devenir le président de tous les Français ? Voilà, donc je pense que la France vit une grande crise politique et qu'il est temps que des femmes et des hommes plus jeunes, ou peut-être pas, plus sages, donnent un autre cap à notre pays. C'est un peu comme en Israël, la gauche n'est plus la gauche. Aujourd'hui, la gauche ne défend plus ses idées. La gauche, aujourd'hui, n'a qu'une fixation, c'est être anti-Netanyahou. Mais c'est justement pour défendre ses idées. C'est justement pour défendre ses idées. Netanyahou, ne représentant... Attends, Laurent, tout le débat de deux États, ça reste aujourd'hui, c'est complètement obsolète. Et aujourd'hui, de la même façon qu'en France, la gauche n'est plus la gauche. Il n'y a pas besoin d'être de gauche pour être anti-Netanyahou. La droite israélienne est anti-Netanyahou. La droite en Israël, Netanyahou n'est ni de droite ni de gauche. Il est uniquement pour lui-même et pour garder son poste, on le sait très bien. Stéphane Blajman, votre information. C'est très facile aujourd'hui d'être anti-Netanyahou et c'était déjà le cas avant. Un article de nos confrères de l'Équipe. Au Kazakhstan, on ne plaisante pas avec Borat. Vous vous souvenez de Borat, le personnage interprété par Sacha Baron Cohen ? Regardez les images. 3 supporters du club Bruges l'ont appris à leurs dépens. Ils ont été condamnés à 5 jours de détention administrative pour avoir porté un mankini lors du match de Ligue des Champions contre le Kairat Almaty. Regardez, le mankini, c'est ce maillot que portait Borat dans le film. 5 jours de détention administrative.
C'est une peine sévère, mais peut-être qu'ils vous ont aussi donné des idées pour votre déguisement de Pourim. Ah, peut-être, mais c'est très drôle que vous me parliez de Borat, parce qu'aujourd'hui, je parlais justement de ce film et je pensais à Trump. Et quand je regardais Borat, où c'était complètement fou, et je regardais Trump, ce qui se passe avec lui, je me disais, on ferait un film et on raconterait ça, tout le monde dirait, c'est pas possible. Un président des États-Unis ne peut pas se comporter comme ça. Maintenant, plus sérieusement, votre information. Parce que là, c'était la petite boutade, j'ai bien compris. Vous êtes habitués. Plus sérieusement, une information révélée par nos confrères de la chaîne 12 en Israël. Selon des enregistrements de conversations diffusés hier soir, vous savez où je veux en venir, des hauts responsables spirituels orthodoxes considèrent les efforts visant à réglementer la conscription des orthodoxes comme une tactique dilatoire destinée à gagner du temps, déclarant ouvertement qu'ils n'ont pas l'intention d'autoriser les jeunes orthodoxes à s'enrôler dans Tsahal. Un commentaire plus sérieux. D'abord, une vraie tristesse quand je regarde, non pas la communauté orthodoxe dans son ensemble, mais leurs dirigeants et leurs rabbins aujourd'hui, qui pour moi ne sont plus des sectes, qui pensent à leurs propres intérêts et qui aujourd'hui divisent la population d'Israël d'une manière totalement dingue. Et franchement, moi personnellement aujourd'hui, j'ai de la peine pour les jeunes orthodoxes. Quand on voit ce qui se passe, ils sont dans une secte, ils ne savent plus ce qu'ils font. Quand on regarde les manifestations, la violence qu'il y a envers le reste de la population israélienne, c'est inadmissible et je ne sais pas où on va avec ça. Claudie Siard, votre information. Une interview publiée dans les colonnes de nos confrères du Figaro. Écoutez bien. En Iran, il n'existe d'autre solution que l'élimination ciblée du guide suprême Ali Khamenei, déclare Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003. Exilée à Londres depuis 2009, l'avocate iranienne estime que c'est la seule manière de mettre fin au règne de la terreur. Claudie, en Iran, une seule solution, l'élimination ? Non, évidemment. Enfin, je pense que beaucoup ont compris à quel point ce pouvoir des mollahs allait bien au-delà des hommes et des guides suprêmes. On l'a vu, beaucoup pensaient qu'après l'ayatollah Khomeini, plus personne ne pourrait, que ce régime allait s'effondrer. Il ne s'est pas effondré. Je pense que c'est un système qui est extrêmement puissant. On l'a vu d'ailleurs dans la répression. C'est pas le débat aujourd'hui, mais je me suis toujours demandé également, même si moi, vous le savez, je suis pas un religieux on mélange pas la politique avec la foi. Et je me demande s'il y avait eu, et durant les Gilets jaunes en France, ça a été très violent, mais s'il y avait eu un mouvement pour renverser le pouvoir en France, comment est-ce que le pouvoir, l'État, comment aurait-il réagi face à la population ? Je pose la question, mais je n'y réponds pas. Chacun peut y répondre. C'est valable dans un pays d'Afrique, c'est valable dans un pays d'Amérique du Sud, c'est valable aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je pense et j'ai envie d'avoir confiance en ces femmes et en ces hommes qui, effectivement, refusent ce qui est commis, ce qui a été commis là, qui refusent d'être sous le diktat des religieux. Mais encore une fois, je pense que il ne s'agissait que de tuer, j'ai horreur de parler comme ça parce qu'on n'a pas décidé de ça, le guide suprême Khamenei, je pense que bien des personnes, des réformateurs, auraient déjà eu cette idée-là. Et c'est bien plus complexe que ça. Mirav, une réaction ? Oui, je trouve que Claudie légitimise tantôt la violence et tantôt la proscrit quand il s'agit du Hamas ou d'autres organisations de ce type. Non, je proscris toutes les violences. Oui, mais ok. L'Iran est un pays souverain. Mais la souveraineté... non. Mais tu vas arrêter de me couper, c'est pire qu'un mari, lui. Alors, tu vas m'écouter un petit peu. Oui. Bon, quand il y a une problématique de extermination de sa propre population, de violence, de non-respect de droits... Mais tu vas arrêter de me couper, Claudie, parce que cette fois-ci, je vais me fâcher. C'est une répression. Dans franco-israélienne et israélienne, je ne me laisserai pas faire. Oui. Écoute bien. Quand il y a une population, quelle qu'elle soit, ça s'appelle les minorités, je pense que tu es sensible à cette notion-là. On ne laisse pas des gens crever, on ne laisse pas des gens torturés, sous prétexte qu'il y a une souveraineté, mais choisis ton camp de la souveraineté. Et parce que c'est pas des blancs, donc on va pas les empêcher. La question de Raphaël n'était pas cette question-là. Je suis pas d'accord.
La question de Raphaël. Oui, mais je sais là où tu en viens parce que tu n'as pas pu parler tout à l'heure de ce sujet-là. Tu remets ça sur la table. Si on assassine l'ayatollah Khamenei, peut-il y avoir une solution pour sauver le peuple iranien et parfois dans ce dilemme que l'on a dans ce monde, malheureusement, on doit utiliser les armes pour défendre une population. Non, mais c'est mon métier. La question était très clairement posée. S'il y a élimination, est-ce que cela peut donc mettre fin à ce régime? Et vous avez dit non. Je pense que non. L'assassinat d'un homme, une hirondelle ne fait pas le printemps. Très bien. Je suis d'accord. Mais c'est quoi tous ces proverbes qui veulent un œuf ou un bœuf? Attendez, il y a un scoop en plateau. Oui, je suis d'accord avec Lodi que l'élimination de Khomeini ne suffira pas à faire tomber le régime parce qu'il l'a déjà sûrement en remplaçant. On sait qu'il est malade et donc ça ne suffira pas. Il faudra d'autres éliminations. Et pas d'assassinat. Il va falloir donc vraiment que tout le régime tombe pour pouvoir laisser le peuple iranien commencer à vivre après tant d'années de souffrance. Laurent, vous avez la parole ? Eh bien, vous la gardez. Votre information. On va en Irlande, tous les deux. La moitié des adultes irlandais ignorent que 6 millions de juifs ont été assassinés pendant la Shoah, selon une nouvelle enquête de la Conférence sur les revendications matérielles juives contre l'Allemagne, menée du 25 octobre au 6 novembre auprès de 1000 adultes irlandais. Cette enquête en ligne révèle également que 8% des Irlandais pensent que la Shoah est un mythe et qu'il n'y a pas eu de Shoah, tandis que 17% estiment que le nombre de juifs tués a été largement exagéré. Le négationnisme a de l'avenir. Tout d'abord, je n'ose pas connaître quel est le chiffre au niveau de la jeunesse irlandaise. Si la majorité des adultes, alors la jeunesse, ça doit être... Donc ça montre une faillite de la société irlandaise, une faillite de l'éducation, et j'ai envie de pousser un petit peu ça des frontières de l'Irlande et dire qu'aujourd'hui, c'est malheureusement la même chose en Europe. Enfin, j'ai l'impression que l'Europe entière, il y a une faillite au niveau de l'éducation, au niveau de l'histoire, et que malheureusement, aujourd'hui, quand on entend ça, c'est peut-être des chiffres qu'on retrouvera dans 5 ans en France. Surtout, Stéphane, que c'est un chiffre qu'on a donné hier dans cette émission et que je trouve qu'il est important de redonner. Il reste aujourd'hui moins de 200 000 survivants de la Shoah dans le monde, dont la moitié vivent en Israël. Là, c'est 196 000. L'année dernière, c'était 220 000 à la même époque. On va bientôt perdre les survivants de la Shoah. Comment transmettre cette mémoire une fois qu'ils ne seront plus là ? Écoutez, il n'y a qu'une chose, c'est l'éducation. Mais enfin, pour revenir juste sur l'Irlande, je vous rappelle que l'Irlande avait fait un jour de deuil à la mort d'Hitler. L'Irlande, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est bien spécifique à ce pays-là. Hein. Il ne faut pas se tromper. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec Laurent, il y a un manque. L'éducation ne fait plus son travail. Alors, on lit beaucoup moins, on parlait de lire, c'était de... Mais il y a peut-être aussi autre chose, c'est peut-être que les élèves ne croient plus les professeurs, ils préfèrent s'informer autrement, ils préfèrent s'informer sur des vidéos qu'ils voient sur YouTube, ils préfèrent s'informer en regardant des conférences en ligne, sur TikTok, des informations alternatives. Et on leur dit que c'est ça le vrai récit, et que le récit de l'école est un récit biaisé. Alors, c'est vrai. Et alors, on va revenir sur la loi de Caroline Dayan. C'est très important. Parce qu'on parle de ça aussi. C'est-à-dire que quand vous allez sur TikTok et toutes ces choses-là, on peut dire ce qu'on veut. On peut raconter des mensonges. Et les jeunes, aujourd'hui, à tous les niveaux, ils ne croient qu'en TikTok. C'est la même chose dans le marketing. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Les influenceurs et les influenceuses sont devenus aujourd'hui les grands professeurs de notre jeunesse. Et c'est un vrai problème. Et effectivement, et c'est la même chose pour la Shoah et pour d'autres sujets très importants. Et pour d'autres sujets. Paris, et c'est très grave. Paris veut réagir. Allez-y, Méraf, aujourd'hui, l'accès à l'information et les risques de ce qu'on appelle les fake news, de désinformation, sont amplifiés. Et comme l'a dit très justement Stéphane, la Shoah, notre histoire, va être en péril, tout comme d'autres sujets qui vont faire l'objet de désinformation. Et c'est là où la responsabilité des plateformes doit évoluer. Ce sont les nouveaux sujets sociétaux sur lesquels on doit se responsabiliser davantage. On n'a pas encore, il n'y a pas une loi miracle, hein, je suis désolée d'éteindre un rêve. En revanche, il y a des actions communes, des responsabilités communes à avoir et des prises de position. Et
de l'autorégulation de la part de ces plateformes. On attend beaucoup d'eux parce que les nouvelles technologies doivent également être utilisées à cet effet, pour le bien, pour la lutte contre la désinformation. Claudie, en une minute, une réaction. Je ne crois pas que Oui, la loi de Caroline Yadan puisse apporter quelque chose. En revanche, je suis d'accord avec Laurent et avec Stéphane sur la dimension éducative. Et c'est ce que dit Merab également. On est tous d'accord, il faut éduquer. Là, c'est le descendant d'esclaves qui va vous parler, puisque vous savez que je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Donc, le peuple auquel j'appartiens est né dans les fers de l'esclavage. Ça veut dire quelque chose. Sur la Shoah, moi, je fais partie de cette génération où on a appris, on sait tout. Mais sur l'histoire de l'esclavage, et beaucoup de Français aujourd'hui pensent que oui, la France a été un petit peu esclavagiste, mais pas vraiment. Donc, on est dans cette dimension éducative. Et moi, si vous voulez, je ne dissocie pas les crimes de la Shoah, le crime de la Shoah, les crimes coloniaux, les crimes de l'esclavage. Je pense que c'est ensemble, justement, parce que nous avons une histoire commune, parce que nous avons encore l'odeur du crime contre l'humanité, et on doit pouvoir faire peuple pour dire... Il faut que nous puissions éduquer, il faut préparer les générations futures de cette planète à ce qu'on puisse se regarder autrement. Claudie. Et on a assisté en direct avec le 7 octobre, excusez-moi Raphaël de le préciser, à des crimes contre de l'humanité qui, en temps réel, ont fait l'objet d'un négationnisme jusqu'à aujourd'hui. Et Claudie... Donc il n'y a pas besoin d'être dans le futur pour jouer la négation. On a assisté ça en direct. Et on va aller dans le passé parce que Claudie, lorsque je vous entends, je pense à une chose. C'est à une scène d'un film hilarant, un film français de Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol, Casse Départ, avec cette fameuse scène avec le juif, et dit « Non, c'est nous qui avons plus souffert, non, c'est vous. Et attendez, vous n'avez même pas encore connu Hitler. » Quoi ? Qui ça, Hitler ? Elle va dire « Ne lui dis pas, parce que ça risque de ne lui dis pas. » Mais ça, vous voyez, ça, traité comme ça dans ce film, c'est tellement génial, c'est tellement bien fait. Que voilà, là, c'était vraiment pour moi parfaitement. On parle d'une époque où il y avait un vivre ensemble. Moi, j'ai grandi en France et j'avais des copains qui étaient arabes, qui étaient de toutes les origines et il n'y avait pas de différence. Il faut qu'on avance. Merci à tous les quatre pour ce tour de l'info. Ça existe encore. Très riche. Non, Stéphane, très intéressant. je te dis très vite. Non, Stéphane. Vous savez quoi ? Lorsque nous, fin des années 70, début des années 80, dans notre banlieue Vigneux-sur-Seine, c'est comme ça que nous vivions. Dans notre bande, on était, mais de toute origine. Et lorsque les fachos faisaient le tour des écoles de banlieue, parce que je sais pas, Stéphane, si vous avez connu ça, et venaient frapper tout ce qui était noir, arabe, identifié comme juif, musulman, asiatique. Nous, les bandes qu'on a organisé les bandes pour aller chasser ces fachos, justement. Nous, on a connu ça. Bien sûr. On avait l'espoir que la société française serait différente. Aujourd'hui, je peux vous assurer que l'espoir est un peu éteint, même si on continue à se battre. Madame, messieurs, regardez cette publication X du député arabe israélien d'extrême gauche, Ayman Odeh. Accrochez-vous, c'est un poil long et en plus de ça, il est très fâché. Nous vivons dans une époque superficielle, une ère d'opportunisme bon marché, où les principes sont remplacés par des gestes, où les valeurs s'effacent face au pouvoir. Tout le monde s'incline devant le leader du monde libre, Trump, comme on s'inclinait autrefois devant d'autres. Dans les années 30, Chamberlain et Daladier, à l'instar d'autres dirigeants européens, se sont inclinés devant Hitler. Ils ont fait quelques concessions, gardé le silence pendant un temps et espéré que la tempête se calmerait. La tempête est passée, mais au prix de millions de vies. Et l'histoire, comme toujours, n'a pas pardonné. Et aujourd'hui encore, il y a ceux qui flattent Netanyahou et beaucoup d'autres dirigeants flattent Trump car ils croient que dans ce monde, seuls les lèche-bottes survivent. Voici notre époque, une époque superficielle, mais tant qu'il y aura des gens prêts à dire la vérité aux puissants et à lutter pour la justice sans crainte, il y aura de l'espoir. Ce petit pamphlet d'Ayman Odeh, qui d'ailleurs a presque officialisé une liste commune avec les 4 partis arabes israéliens pour les prochaines élections, a inspiré cette question à l'équipe de SAS Débat. Benjamin Netanyahou est-il un lèche-bot de Donald Trump, comme l'affirme Ayman Odeh? Stéphane Blachman a répondu oui. Laurent Ayache a répondu non. SAS Débat saison 1, épisode 48, face à face numéro 2. C'est parti. Honnêtement, il y avait 1000 questions à poser sur ce pamphlet d'Ayman Odeh. On a choisi celle-ci. Stéphane, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Laurent, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Nous le savons. Allons-y. Stéphane, c'est à vous. Écoutez, on ne peut répondre que oui. Alors, il n'est pas le seul. Aujourd'hui, on voit tous les dirigeants qui s'inclinent
devant Trump et qui ne savent plus comment faire pour le flatter. D'ailleurs, quand Trump est venu ici, il fallait voir tout le gouvernement s'incliner devant Trump comme si c'était un roi extraordinaire qui apportait la bonne parole à Israël. Alors oui, effectivement, il nous a aidés sur l'affaire des otages, il faut lui dire merci. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et quand on voit Netanyahou le flatter, parler de lui comme un dieu, comme la personne qui peut tout résoudre, ben on se rend compte que c'est faux. Et c'est la même chose avec les dirigeants européens, c'est la même chose un peu partout. On s'incline devant la force, devant une personne qui est capable de tout, on ne sait pas quoi faire. Alors donc, on accepte tout. Alors quand on regarde tout ce qui a été dit, ce pamphlet, alors bon, ça me gêne un petit peu parce que Trump n'est pas Hitler, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais par contre, d'accepter les choses et d'accepter tout ce que Trump veut, c'est une catastrophe. Et quand on voit le comportement de Benjamin Netanyahou avec Trump, c'est une vraie catastrophe. Regardez aujourd'hui, nous allons avoir Erdogan et nous allons avoir le Qatar dans son forum de la paix. Laurent. Non, Benjamin Netanyahou n'est pas un lèche-botte, ce terme était trop caricatural. Tout simplement, la relation que l'État d'Israël a avec les États-Unis, qui sont notre principal allié, c'est des relations qui sont pour nous vitaux. Et donc, c'est pour nous très important d'être en très bons termes avec les présidents des États-Unis. Aussi bien avec Trump aujourd'hui, hier avec Biden. Donc, on ne peut pas dire qu'on est lèche-botte. Je sais et on fait confiance à Netanyahou de ne pas tout accepter, de ne pas obéir les yeux fermés à Trump. Il se défend, il défend tout d'abord les intérêts vitaux du pays et il le fait de façon très 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 concluante. La preuve, c'est que à chaque voyage, lorsqu'il part aux États-Unis pour rencontrer Trump, on s'attend à chaque fois à des déclarations, etc. Et on voit que Netanyahou a plus d'impact sur Trump que Trump a d'impact sur Netanyahou. Merci beaucoup à tous les deux. À Paris, je vais vous poser à tous les deux la même question. Pas d'accord. Et je vais vous demander de répondre de façon concise parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'on a fait des digressions sur le tour de l'info. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent ou avec Stéphane? Claudie, à vous de répondre et après Merav. Rapidement, vraiment rapidement. Moi, je suis d'accord avec Stéphane et je trouve que Ayman Odeh, son texte est magnifique. Vous savez ce que je pense des États-Unis. Pour moi, les États-Unis, c'est un État qui s'est bâti sur 2 crimes contre l'humanité, le génocide des peuples autochtones et la déportation des Africains pour en faire des esclaves. Merci. Donc, je suis assez d'accord. Voilà. Merav, c'est à vous en quelques secondes. Allez-y. Alors, je n'ai aucune sympathie pour Netanyahou et je suis totalement de l'avis de Laurent. La politique, on le sait tous, on ne va pas se mentir, ce sont des arrangements entre ennemis et ce ne sont jamais que des arrangements. Donc personne n'a besoin de, on va dire, brosser dans le sens du poil l'un ou l'autre, sauf s'il y a une contrepartie. Donc je pense qu'il a davantage d'autonomie. Après la comparaison de Trump avec Hitler, c'est encore quelqu'un qui ne sait pas qui est Hitler. Oui, mais en fait, je vais terminer. Trump n'est jamais que lui-même et la caricature de lui-même. Merci à tous pour ce débat. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal. Et oui, bonsoir tout le monde. Allez Raphaël, je n'ai plus de stockage sur mon téléphone. Et tu sais pourquoi? Car je n'ai que des photos lunaires dans mon tel, dont la dernière. Et oui, vous avez vu maintenant, à chaque fois qu'il se passe des trucs chelous à la télé, sur Internet, sur Insta, bon, on ne sait plus si c'est réel ou si c'est l'IA. Et le plus inquiétant, c'est que c'est très souvent pas l'IA. Voilà, Macron et Gims en Ray-Ban sur Insta. Il y a quelques années, Gims, il a créé un son qui a cartonné, ça s'appelle Tout donner. Et là, je pense qu'il prévoit un feat avec Macron, ça va s'appeler Rien reçu. Excellent. En tout cas, j'espère une chose, c'est que Gims et Macron aient bloqué Trump sur Insta. Voilà, parce que si Trump y voit ça... le retard qu'il a eu hier pour rejoindre Macron à Davos, c'était le premier et le dernier. Parce que les prochaines fois, il n'y aura même pas de retard. Trump, il va juste supposer un lapin, et pas qu'un lapin, plusieurs lapins. Macron, il va créer son petit terrier carrément, et à la fin de son mandat, il va se retrouver tout seul avec Brigitte, dans son petit terrier, chez Chris, à manger sa carotte. Voilà, vous allez vous aimer, là-bas Emmanuel. Parce qu'aujourd'hui, Manu, il se croit dans une télé-réalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a plus les Marseillais, les Anges. Aujourd'hui, c'est fini, car Macron a révolutionné la télé-réalité. Il ne fait plus le concurrencer, il est trop au-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut le dire, il y a 10 ans, il y a eu Nabila. Aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron. Voilà, parce que le gars, il est en roue libre. Maintenant, on a tous envie d'être potes avec Manu. Voilà, mais pas pour les bonnes raisons.
Ce week-end, je retourne en boîte avec des potes. J'ai presque envie de leur dire « Venez, on propose à Emmanuel ». Et je serais pas surpris qu'ils disent oui. D'ailleurs, j'espère ne pas avoir un blackout en boîte, comme ont eu les Irlandais par rapport à la Shoah, parce qu'un Irlandais sur 2 ignore que 6 millions de Juifs ont été tués pendant la Shoah. Mais ils ont dû en boire des milliers de shots pour oublier cette info. Et pourtant, même en étant archi-bourré, c'est pas une info qu'on oublie. Mais bon, pour finir, et je vous dis la vérité, si un jour je vois Flash Info, c'est Emmanuel Macron qui a volé la serviette du gardien sénégalais lors de la finale de la CAN, eh ben je serais même pas sûr que ce soit l'IA. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en plateau, Claudicia. Allez, à lundi prochain. Allez, ainsi s'achève cette émission. Merci Merav Rieger, Claudicia, Laurent Ayache et Stéphane Blachbad. Tout de suite, le journal de 22h, présenté par Dror Eben Sapir, suivi du magazine de la rédaction, présenté par Chani Guidalia. Bonne soirée à tous sur la 24 News. Nous, on se retrouve lundi soir. À très vite.